J'ai rencontré la première fois Yves Yomb à Ouagadougou en 2007. Il nous a quittés le 15 juin de cette année. Yves était l'incarnation du roseau, long, fin, mais qui jamais ne pliait. Il était de ceux qui ne pensent pas qu'il faut être austère et sérieux pour être efficace et juste. Il aimait la vie et les rires autant que les défis et les enjeux improbables. Il a su lutter dans un monde hostile, pavé de faux amis, sans jamais fléchir ni abandonner ses objectifs de lutte contre le sida et tout son lot de discriminations inséparables. Il savait ce qu'il voulait pour lui, comme pour tous ceux dont il était le porte-voix, dans un pays si stigmatisant pour ceux qui sont jugés différents. Il rêvait de changer le monde et en l'écoutant, on pensait qu'on y arriverait un jour. Il voulait de l'excellence et de l'efficacité. Il souhaitait que chacun puisse trouver sa place sans avoir à baisser le regard. Lui ne le baissait jamais. Il était fier et ses yeux fiévreux et perçants savaient convaincre les plus hermétiques et rétifs aux idées qu'il voulait développer. Comment ne pas crier à l'injustice face au destin brisé de Yves, qui avait tant fait pour les libertés et à qui il restait tant à faire pour améliorer la prise en charge et l'intégration de ceux qui ne sont pas les bienvenus dans une société excluante et violente. Yves était une pièce majeure dans un mouvement international de lutte contre le sida. Il avait su s'imposer par sa réflexion, son charisme et son énergie. Il y avait une flamme intense en lui. Je suis sûr qu'elle luira longtemps et j'espère qu'elle nous éclairera tout au long de ces 4 jours de conférence à laquelle il aurait tant aimé participer. Bonjour à toutes et à tous. Nous tenions à rendre cet hommage à Yves, notre camarade militant et ami qui a mené et incarné tant de combats. Il était une figure de la lutte contre le sida et de la défense des droits des LGBT en Afrique. Tu nous manques, Yves, et tu peux être sûr que nous continuerons tes combats. Je m'appelle Vincent, je suis séropositif et militant au sein de Coalition Plus. Nous sommes en direct depuis le studio de la Fravie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette cérémonie virtuelle d'ouverture de la conférence Afravi 2020 Connectée. Cette conférence devait se tenir à Dakar, au Sénégal, et nous avons beaucoup espéré pouvoir nous réunir tous ensemble en présentiel. Mais c'est finalement, toutes et tous connectés, que ces prochains jours nous partagerons et échangerons sur les sujets qui nous rassemblent depuis plusieurs décennies. La lutte contre le VIH-Sida, la santé sexuelle, l'engagement, la défense des droits des populations clés, la médecine, la science. Cette science qui éclaire, mobilise et transforme, loin de toute manipulation et conspirationnisme. Pour ouvrir cette conférence, sans plus attendre, je vais laisser la parole à la professeure Katlama, présidente de la Fravie, que l'on ne présente plus, et à la professeure Koumba Touré, membre de l'Institut de recherche en santé et de surveillance épidémiologique au Sénégal et présidente de cette conférence Afravi 2020 Connectée. Professeur Katlama, je vous laisse la parole. Merci Vincent. Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mesdames et Messieurs les représentants de nos institutions, chers collègues, chers amis, chers partenaires, bienvenue dans cette 10e édition de l'Afravi. C'était en 2018 à Bordeaux une décision à l'unanimité que de faire de Dakar, en avril 2020, la capitale francophone du VIH, des hépatites, de la santé sexuelle et aussi celle des émergences infectieuses. Grâce aux dynamiques conjuguées des comités de pilotage au Sénégal et à l'Afravi, tout était prêt. Abstract, programme, logistique. Et puis, coup de tonnerre en janvier, une émergence infectieuse vient d'embraser la planète. SARS-CoV-2, Covid-19, vient bouleverser nos agendas, bouleverser les calendriers, confiner les populations. En février, nous réalisons qu'avril ne sera pas possible. Mais alors, le choix de novembre s'impose à nous, pensions-nous. Nous pourrions tenir la conférence à Dakar. En septembre, la deuxième vague est là. Il nous faut, une fois encore, changer de cap et passer cette fois-ci en mode connecté. Ce fut une vraie gageure dans le temps imparti et je remercie tout le monde
d'avoir de s'y être prêté. Bien sûr, ce ne fut pas toujours facile. Vous avez dû vous plier aux enregistrements avant la conférence. Pas question de la dernière minute où l'on finalise ses diapos dans l'avion. Vous avez parfois été poursuivi de mails. Bien sûr, les connexions Internet ne seront peut-être pas parfaites au nord, au sud. Mais soyez assurés que tout sera fait pour que la technique soit au rendez-vous et que nous ne la subissions pas. Bien sûr, nous serons privés de ce que nous aimons, nous les francophones, nous retrouver, nous parler, partager une vraie proximité, avoir du temps, le savourer autour d'un café, dans nos discussions, nos échanges, si nécessaire à nos équilibres. Ce ne sera que partie remise et nous nous retrouverons, c'est sûr, quand l'orage Covid sera passé. Car la pause café dans le cloud, c'est vraiment long. Mais nous voilà ensemble pour cette 10e édition de la FRAVI et c'est l'essentiel. Cette pandémie nous oblige à innover, à inventer pour continuer à échanger, apprendre, communiquer, partager. Et c'est ce que nous allons faire au cours de ces 4 jours. Et tout ce que vous avez réalisé, initié, études, analyses, réflexions, tout sera diffusé et partagé. Parce que chaque contrainte dans la vie peut aussi créer des opportunités. Ce que va nous permettre le numérique, c'est une diffusion très large de la conférence, accessible à tous, en particulier au Sud, pour ceux qui n'auraient pas pu aller à Dakar. Vous êtes déjà plus de 3200 participants de 75 pays. Bravo au Sénégal pour sa large mobilisation, la France, toute la région de l'Afrique de l'Ouest et puis la Suisse. La conférence, en outre, sera disponible jusqu'au 31 décembre, offrant le loisir d'en parcourir le contenu avec davantage de temps. Le numérique, ce n'est pas une chose nouvelle pour la FRAVI. Nous nous sommes lancés dans le partage numérique avec le livre VIH, hépatite, santé sexuelle, disponible depuis juin, accessible gratuitement en version numérique et déjà téléchargé par plus de 2000 d'entre vous dans plus de 75 pays, pas tous francophones bien sûr, mais nos messages sont pour tous. Cette belle aventure qui a embarqué 193 auteurs témoigne de la grande vitalité de notre communauté francophone. Cette édition numérique est un début. Bien d'autres thématiques majeures de nos savoir-faire n'attendent que d'être propulsées dans cet univers numérique et partagé. Nous le savons, le SARS-CoV, Covid-19 a bouleversé, giflé, paralysé à un point que nous n'imaginions pas nos sociétés, nos économies, nos systèmes de santé, y compris ceux que nous croyons les plus robustes. Cette pandémie démontre une fois encore que la santé mondiale doit être partout une valeur et un engagement durable. La santé appartient aux populations, à tous les peuples. Elle constitue leur bien primordial. Administrée par des politiques, elle doit rester au service de tous et en particulier des plus vulnérables. La santé mondiale sera le thème de notre symposium à FRAVI demain. Plus que jamais, nous mesurons avec cette pandémie combien nos progrès en matière de VIH, d'accès aux soins, à la prophylaxie, au suivi biologique sont fragiles et nos systèmes de santé malmenés, à la merci demain d'autres pandémies. Nos populations précaires sont les plus exposées à la gravité du Covid-19, comme le montre la répartition des formes les plus graves en France et en Europe. Nous retrouvons, une fois encore, comme nous le combattons pour le VIH, le poids et les conséquences de la précarité, de la pauvreté, de l'exclusion de certains groupes de population. Alors, plus que jamais, nous devons consolider les acquis, partager les responsabilités. Qui, tous, soignants, organisations communautaires, citoyens devenus acteurs de santé, avec l'appui indispensable des institutions
nationales et internationales. Partager les responsabilités, c'est aussi et d'abord promouvoir la place et le rôle des femmes dans nos sociétés, toutes nos sociétés, ici, là-bas, au nord, au sud, sans exclusion aucune, dès l'école jusqu'aux instances de gouvernance. Face aux enjeux du VIH et des hépatites, il nous faut poursuivre et renforcer la formation des personnes atteintes, former les PV-VIH à leur suivi, à leur droit à disposer d'antirétroviraux efficaces, adéquats, à disposer d'un accès à la charge virale. Le contrôle virologique est une exigence, synonyme d'une vie optimisée, libérée de l'angoisse de la transmission verticale ou sexuelle. Ce contrôle du VIH rendu possible par les traitements antirétroviraux doit faire reculer la discrimination, qu'elle soit sociale, familiale, celle qui sévit encore trop souvent dans les établissements de soins. La discrimination est, vous le savez, un des freins, sinon le frein majeur à la prévention, au dépistage et à la prise en charge. Dans la suite de l'appel de Bordeaux, lancé en 2018, il nous faut inlassablement promouvoir le diagnostic et l'accès au traitement des hépatites, la guérison des hépatites C, le contrôle de l'hépatite B, une infection éradicable et une infection maîtrisable. Et tous ces acquis doivent être partagés dans le respect des choix de genre, de tous les genres, lesbiennes, gays, bisexuels, trans. Notre devoir médical s'applique à tous dans une approche citoyenne, civique, publique et démocratique. Je voudrais, pour conclure, remercier chaleureusement tous ceux qui nous ont permis de préparer cette édition dans des conditions, vous imaginez, inédites. Afravi 2020 a été construite en très étroite collaboration avec le monde associatif au nord, au sud et depuis le début. Et c'est cela la marque de notre conférence Afravi. Je veux, au nom de l'Afravi, remercier tous ceux qui sont des partenaires fidèles, engagés avec nous, toujours, même dans les situations difficiles comme cette année. Associations, institutions, merci à l'OMS, à l'ONU-SIDA, à l'UNITED, au Fonds mondial, j'en oublie peut-être. Merci à la NRS, à Expertise France. Une mention spéciale pour Coalition Plus, avec nous depuis le tout début sur cette conférence. Merci Vincent. Merci à nos partenaires de l'industrie pour leur fidélité et leur soutien sans faille. Enfin, un plus que grand merci à GL Evans, partenaire efficace, amical, créatif, innovant, qui a su s'adapter à toutes les évolutions de cette organisation et qui va continuer au long de ces journées. Mais avant tout, merci à tous d'être présents. Merci de tout ce que vous avez envoyé. Merci d'être connectés, d'être réactifs. C'est à vous de jouer maintenant par vos discussions, vos questions, vos chats, vos participations au forum pour faire de cette édition Afravi 2020 un vrai moment de partage francophone. Vous serez 200 orateurs dans 38 sessions, 12 symposiums et vous aurez environ 506 postes au 31 décembre. Je vous souhaite une excellente 10e conférence Afravi Connectée et je laisse la parole au professeur Kumba, président de cette 10e édition. Merci à vous. Merci. Madame la Présidente d'Afravi International, chers participants, je voudrais aujourd'hui exprimer 3 sentiments. D'abord, le plaisir de prendre la parole en ma qualité de présidente de la 10e conférence Afravi. Je remercie le Comité international pour cet honneur. Ensuite, la fierté de tout le Sénégal, ainsi que notre gratitude envers son Excellence Macky Sall
président de la République et son gouvernement, pour l'accompagnement tout au long de la préparation de cette édition, si riche en symboles et défis. Une mention spéciale au Dr Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui préside cette cérémonie aujourd'hui. Enfin, le regret de ne pas pouvoir vous recevoir au pays de la Teranga, une valeur de partage si chère à la communauté Afravi. Je veux avant tout saluer les éminentes personnalités, l'ensemble de la communauté scientifique et communautaire connectée. On peut comprendre aisément qu'un hommage mérité soit rendu aux pionniers de la lutte contre le VIH-Sida au Sénégal, particulièrement le professeur Souleymane Bou, qui s'est illustré dans la recherche scientifique. Cette 10e édition s'inscrit en effet dans un contexte particulier de crise sanitaire avec la pandémie de la COVID-19. Malgré la complexité de la situation, les acteurs de l'Alliance francophone, qui depuis après Bordeaux 2018 n'ont ménagé aucun effort pour un Afravi 2020 réussi, ont montré leur résilience tant au plan local qu'international pour s'adapter aux changements profonds et adopter une nouvelle approche pour tenir cette conférence. Au plan local, le Dr Safiatou Thiam, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le sida, et tout le comité d'organisation ont mis toute leur énergie pour faire de Afravi 2020 connecté un rendez-vous innovant d'échange et de partage francophone. Cette résilience n'est pas chose nouvelle, car un regard en arrière permet d'apprécier le long parcours d'Afravi. Rappelons entre autres que ces acteurs francophones ont adopté ce modèle type de conférences de haut niveau scientifique en français pour résoudre les barrières linguistiques des grandes rencontres internationales. Afravi se soucie toujours de la qualité et un programme de renforcement des capacités de ces acteurs en français est mis à disposition. Elle organise des cours en recherche clinique, des rencontres thématiques régionales comme Aframed, et elle édite des livres pédagogiques didactiques comme le livre virtuel sur le VIH-Sida publié cette année. La vision objective de Afravi 2020 sera d'abord celle des bilans. Bilan de l'exécution de la stratégie des 3,90 promue par l'ONU-Sida. Bilan de l'appel de Bordeaux pour une prise en compte des hépatites virales par des politiques nouvelles préventives et thérapeutiques. La crise sanitaire liée à la COVID-19 s'est bien sûr invitée dans nos échanges. Son impact sur la lutte contre le VIH-Sida, les comorbidités, la santé sexuelle, les hépatites, ainsi que les liens avec les systèmes de santé efficients sera débattu. Cette pandémie de COVID-19 et les confinements qu'elle a entraînés pourraient avoir un impact sur les services de santé et du VIH en particulier. Des données factuelles seront révélées lors de cette conférence. Comme disait le professeur Barry Sinoussi, je la cite, « Même s'il y a évidemment beaucoup de différences entre le VIH et ce coronavirus, les leçons apprises du VIH-Sida depuis presque 40 ans seront forcément bénéfiques pour la réponse actuelle à cette pandémie de COVID-19. » La vision stratégique et opérationnelle de Afravi 2020 sera celle de la mobilisation renforcée pour des politiques de santé plus justes et plus efficaces. S'informer, échanger, débattre de nos politiques et programmes et pratiques, s'assurer que l'équité et le respect des droits humains accompagnent les progrès de nos actions. Les approches de santé globale aussi occuperont une place importante dans nos échanges. La plateforme virtuelle Afravi Connecté 2020 de cette 10e rencontre inédite, comme les éditions précédentes, accueillera les participants, les partenaires, organisations internationales et ONG, représentants des usagers,
entreprises du médicament et acteurs de la société civile. Ensemble, nous construirons cette conférence pour faire entendre la voix de la francophonie, voix portée par Afravi. Avec plus de 2500 inscrits, un programme scientifique riche, de symposiums d'actualité, de sessions plénières, sessions parallèles, de séances de posters, cette approche virtuelle de la conférence et l'accompagnement inédit des participants de divers horizons feront de cette rencontre un succès total. Je terminerai mon propos en souhaitant à toutes et à tous de belles journées riches en rencontres virtuelles, en réseautage et enrichissement pour des systèmes de santé résilients et une recherche de qualité dans un monde francophone uni dans la pluralité et la diversité de ses composantes. Je vous remercie tous. Bonne conférence. Merci Christine et Kumba pour vos mots et d'avoir ouvert la conférence Afravi 2020 connectée. Nous allons désormais écouter Madame Stéphanie Sédou, ambassadrice chargée des questions de santé mondiale au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France. Madame l'ambassadrice, nous vous écoutons. Excellences, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, Madame la Présidente de l'Afravi, Madame la Directrice exécutive d'ONU-SIDA, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir prononcer quelques mots en ouverture de cette 10e conférence internationale francophone sur le VIH, les hépatites, la santé sexuelle et le Covid-19. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve depuis Paris, malgré ces conditions sanitaires difficiles qui ne nous permettent pas d'être réunis au Sénégal. Néanmoins, je suis certaine que la convivialité des échanges et l'engagement de tous pendant ces 4 jours nous permettront de faire fi de cette barrière physique. Je tiens à saluer le travail remarquable réalisé par toute l'équipe de l'Afravi qui a rendu possible la tenue de ce bel événement malgré la pandémie. Nous ne pouvons malheureusement être à Dakar, mais permettez-moi d'adresser mes respectueuses salutations à Monsieur le Président Macky Sall, son gouvernement, l'administration et tous les acteurs de la santé sénégalais dont l'action et l'engagement dans la lutte contre le sida et contre le Covid-19 sont exemplaires. Le programme de la conférence couvre bien sûr l'impact du Covid sur la lutte contre le sida, les hépatites et les maladies sexuellement transmissibles, mais il fait aussi la part belle au renforcement des systèmes de santé, au respect des droits humains ou encore à la santé communautaire, autant de thèmes qui sont chers au cœur de la France. En effet, la tenue de cette conférence est plus que jamais indispensable en ces temps de pandémie mondiale. Non seulement parce que les décennies de combat contre le sida, les hépatites, la tuberculose ou le paludisme doivent nous guider et nous servir pour terrasser le Covid, et surtout parce que nos échanges au cours de ces 3 prochains jours devront rappeler qu'il nous faut absolument agir ensemble pour se prémunir des effets collatéraux de ce coronavirus sur la lutte contre ces maladies qui sont tout aussi mortelles. Nous le savons, la crise sanitaire a eu depuis mars et continuera d'avoir des conséquences importantes sur l'accès aux centres de santé, sur l'observance des traitements et sur l'approvisionnement en produits de santé, mettant en danger la vie de millions de personnes. Je profite de cette occasion pour remercier l'UNICIDA et sa directrice exécutive, Madame Winnie Byanyama, qui ont fait un formidable travail d'alerte sur ce sujet avec la publication cet été du rapport « Agissons maintenant ». Je n'oublie pas que cette année devait être celle du bilan des objectifs 90-90-90 et de l'évaluation de l'appel de Bordeaux en faveur de la lutte contre les hépatites virales B et C. Mais en perturbant l'accès aux soins et aux traitements, la pandémie de Covid-19 a fait vaciller ce fragile équilibre et mis en danger les avancées majeures obtenues de haute lutte. Nous devons donc continuer et renforcer nos actions. Vous le savez, l'engagement de la France dans la lutte contre le VIH-Sida, les hépatites et en faveur des droits et santé sexuelle et reproductive est historique. Il y a plus de 20 ans, le président Chirac adressait un vibrant appel à la mobilisation et à la solidarité internationale pour l'accès aux traitements antirétroviraux en Afrique.
Cette volonté de lutte implacable contre ces maladies a été rappelée par le président Emmanuel Macron à Ouagadougou en novembre 2017. Il a réaffirmé la place essentielle de la santé dans la politique de développement et de solidarité internationale de la France et la priorité donnée à l'Afrique francophone. Ceci s'illustre notamment à travers notre mécanisme d'assistance technique, l'initiative SIDA, tuberculose, paludisme, ancienne initiative 5%, qui soutient les pays francophones dans l'accès et la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial et dont le financement va augmenter à partir de cette année. Conscient des dangers du Covid, de la crise sanitaire, économique, sociale, alimentaire qu'il pouvait engendrer et du risque réel d'effet d'éviction sur la lutte contre le VIH et les maladies transmissibles, la France s'est positionnée rapidement en soutien à ses partenaires africains via les organisations non gouvernementales humanitaires et les institutions ou programmes spécialisés de l'ONU comme l'OMS et le PAM, présents sur le terrain. En tant que 5e bailleur d'aide publique au développement dans le monde, avec près de 11 milliards d'euros alloués en 2019, l'État français a donc décidé de consacrer plus de 1,6 milliard d'euros à la lutte contre les pandémies dans les pays les plus vulnérables, spécifiquement en Afrique. Ainsi, dès le 10 avril, le président de la République Emmanuel Macron s'est joint à l'initiative pour la réponse en Afrique, un plan d'aide contre le Covid, aux côtés de ses homologues africains, parmi lesquels le président Macky Sall, M. Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, et le Dr Tedros Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Cette aide porte prioritairement sur les volets sanitaires, humanitaires et recherche médicale. À travers les subventions du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de l'AFD, l'Agence française de développement, la contribution s'élève à ce jour à près de 18 millions d'euros, notamment pour la recherche et la coopération scientifique dans le cadre de la riposte au Covid-19. Je tiens également à souligner la grande réactivité des fonds multilatéraux en santé qui ont su répondre aux inquiétudes et à l'urgence de la situation, tout en assurant au maximum la continuité de leurs programmes en cours. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et UNITAID, avec le soutien de la France qui y contribue dans une très large mesure et d'autres partenaires, ont immédiatement assuré la continuité de leurs actions de lutte contre les 3 pandémies, tout en mettant leurs moyens à disposition des pays bénéficiaires pour faire face à la crise. N'oublions pas que les hépatites B et C sont toujours très présentes en Afrique francophone, touchant particulièrement les populations vulnérables, et qu'une mobilisation de tous les acteurs de la santé reste essentielle pour que des financements adéquats soient octroyés. La France agit sur ce point via UNITAID, qui subventionne des programmes de prévention et a une action décisive pour permettre l'accès de tous aux médicaments révolutionnaires apparus en 2014. Il reste, je crois, également nécessaire de continuer d'explorer les pistes de vaccination, compte tenu du nombre de vies qui pourraient être sauvées grâce à la découverte d'un vaccin bivalent pour les hépatites B et C. Comme je l'ai évoqué en préambule, ces 30 dernières années de combat pour l'accès au traitement contre le VIH et les hépatites doivent nous servir de leçon. Nous devons être intransigeants sur la mise à disposition rapide, à un prix abordable et de manière équitable, aux outils contre le Covid, quelle que soit la situation géographique, le sexe, la couleur de peau ou le statut socio-économique de celles et ceux qui en ont besoin. C'est l'objectif de l'Access to Covid Tools Accelerator, ACTA, qui doit être familier à la plupart d'entre vous. Souhaité par le président de la République française, la chancelière allemande et la Commission européenne, cet accélérateur lancé en mai dernier a pour mission d'assurer un accès mondial et équitable aux produits de santé permettant de lutter contre le Covid et de financer le renforcement des systèmes de santé dans les pays en difficulté. La France soutient également la facilité COVAX, mise en place pour Gavi, l'alliance du vaccin, dans le cadre d'ACTA, afin de distribuer un vaccin. Ce mécanisme, essentiellement destiné à l'achat de doses de vaccins pour les pays du Sud, représente un engagement de solidarité important de la part des États occidentaux. Nous nous assurerons que l'Afrique francophone bénéficie des avancées permises par ces 2 mécanismes à la hauteur de ses besoins. Enfin, je salue une fois de plus le discernement et l'acuité de Christine Katlama, la présidente de la FRAVI, et de toute son équipe dans les choix des thèmes abordés lors de cette conférence. Nous devons être plus mobilisés que jamais sur l'égalité femmes-hommes ainsi que sur les droits et santé sexuelle et reproductive. Les moments de crise sont toujours l'occasion de sursaut de violence et de retour au conservatisme à l'égard des femmes.
Je remercie donc les gouvernements de Guinée et de Madagascar d'avoir été co-signataires avec la France et 56 autres pays en mai 2020 de la déclaration conjointe sur la protection des droits et de la santé sexuelle et reproductive et la promotion de l'égalité des genres dans la crise du Covid-19. La France a aussi incité les 4 agences partenaires du Fonds français Muskoka à soutenir les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre dans leur mission de renforcement des systèmes de santé en garantissant l'accès aux services de santé essentiels pour les femmes, les enfants et les adolescents. Cela s'est traduit en 2020 par une augmentation sensible des fonds fléchés afin d'assurer la poursuite des soins malgré le Covid. Enfin, je terminerai en vous rappelant que la France co-organise avec le Mexique et ONU Femmes le Forum Génération Égalité en juillet 2021. Cette célébration du 25e anniversaire de la Déclaration de Pékin sur les droits des femmes mobilisera de multiples acteurs, tels que les États, la société civile, le secteur privé et les organisations de jeunesse, pour renforcer les engagements et les actions en faveur de l'égalité femmes-hommes. Nous sommes très heureux de présider, avec le Burkina Faso, l'Argentine et le Danemark, la coalition sur l'autonomie corporelle et les droits en matière de santé reproductive et sexuelle. La France sait pouvoir compter sur l'engagement de Monsieur le Président Kaboré et de la société civile burkinabé pour faire de cette coalition un moment d'accélération décisif pour les droits des femmes. La période que nous traversons est difficile, mais elle doit nous permettre d'être plus solidaires et de porter une attention encore accrue aux personnes atteintes du VIH, hépatite et toute maladie sexuellement transmissible. Pour garantir à chacun l'accès à la santé, nous avons besoin de la mobilisation, de l'intelligence et du savoir-faire de tous. Ces 3 précieux jours d'échange permettront, je le sais, de créer une dynamique et une synergie pour mener à des actions innovantes, audacieuses et ambitieuses pour lutter contre le VIH, les hépatites et les maladies sexuellement transmissibles et le Covid. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente conférence. Merci. Merci, Madame l'ambassadrice, pour vos mots et votre engagement. Diplomate française, elle a été ambassadrice du gouvernement français de la lutte contre le VIH-Sida et les maladies transmissibles. Elle a été directrice exécutive pour les affaires internationales à l'Institut Pasteur. Son engagement dans la diplomatie sanitaire date de son premier mandat à Genève. Elle a joué un rôle actif pour le règlement sanitaire international, la préparation aux situations d'urgence et les efforts de riposte. J'ai le grand plaisir et l'honneur d'introduire Madame Michèle Bocuse, sous-directrice générale chargée du groupe Relations extérieures à l'OMS. Merci d'accueillir une femme engagée. À vous, Michèle. Madame la Présidente, chers partenaires, Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse d'être avec vous virtuellement aujourd'hui pour ouvrir cette conférence internationale, même si bien sûr j'aurais aimé qu'elle se déroule dans cette merveilleuse ville de Dakar. La crise sanitaire du Covid-19 à laquelle le monde est confronté depuis 10 mois est d'une ampleur inégalée et continue d'être dévastatrice, tuant en priorité les personnes vulnérables. Les effets de la pandémie de Covid-19 sur la santé vont bien au-delà des souffrances causées par le virus lui-même. La pandémie a eu des répercussions considérables sur les systèmes de santé, les économies, les sociétés et sur les personnes. Même les pays dotés d'un système de santé performant et d'une économie solide ont été débordés et n'ont pas été en mesure d'assurer le maintien des services de santé essentiels. La pandémie de Covid-19 a également des effets désastreux dans la lutte contre le VIH, les hépatites et les maladies sexuellement transmissibles. Ainsi, de nombreux décès liés au VIH sont dus à des infections consécutives à l'affaiblissement du système immunitaire. Selon une étude que nous avons menée cet été, 73 pays ont signalé qu'ils risquaient de connaître des ruptures de stock d'antirétroviraux en raison de la pandémie de Covid-19.
24 pays ont indiqué que leur stock d'antirétroviraux était extrêmement faible ou que l'approvisionnement pour ces médicaments vitaux était perturbé. Nous avons aussi effectué conjointement avec l'ONU-SIDA une modélisation qui suggère qu'une interruption de 6 mois de l'accès aux antirétroviraux pourrait entraîner un doublement du nombre de décès liés au sida en Afrique subsaharienne pour la seule année 2020. Le constat est alarmant. Nous ne pouvons pas laisser la pandémie de Covid-19 réduire à néant les avancées obtenues dans la réponse mondiale contre le VIH. Nous ne pouvons pas laisser des personnes mourir simplement parce qu'elles n'ont plus les moyens d'accéder aux soins qui les maintiendraient en vie. Depuis le début de cette crise, l'Organisation mondiale de la santé n'a cessé de rappeler l'importance de l'unité nationale, de la coopération internationale, du multilatéralisme et surtout de la solidarité. Concrètement, cela signifie qu'il faille veiller à ce que chacun puisse disposer de soins accessibles, abordables et de qualité, et où les besoins se font sentir au moment où ils se font sentir. L'OMS, avec ses partenaires, sont déterminés à tout mettre en œuvre pour que ceux qui ont besoin d'un traitement contre le VIH continuent d'y avoir accès. Ainsi, nous avons élaboré des directives à l'intention des pays pour maintenir en toute sécurité l'accès aux services de santé essentiels pendant la pandémie, y compris pour les personnes vivant ou affectées par le VIH. Ces directives encouragent notamment les pays à délivrer des traitements pour de plus longues périodes, maintenir les chaînes d'approvisionnement, engager les communautés dans la livraison des médicaments antirétroviraux et bien d'autres aspects, et travailler avec les fabricants pour surmonter les défis logistiques. J'aimerais à ce sujet souligner notre collaboration exemplaire avec les acteurs de la société civile, qui, au cœur des communautés, accomplissent un travail remarquable dans le domaine des soins de santé primaire, du VIH, de la santé de la mère et de l'enfant, dans la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Les premières leçons apprises de la crise du Covid-19 sont claires. Nous devons investir davantage dans la santé publique et dans les soins de santé primaire. Nous devons renforcer les systèmes de santé pour les rendre plus résilients, afin de surmonter les futures crises sanitaires tout en maintenant les services de santé essentiels. Ainsi, les services de santé sexuelle et reproductive doivent être disponibles partout, à tout moment, y compris en situation de pandémie. L'accès équitable aux services de santé essentiels et la protection des personnes vulnérables est une des priorités de l'OMS. Je l'ai dit et je le redis avec force, les soins de santé primaire sont le fondement des systèmes de santé solides et de la couverture santé universelle. La santé est un droit fondamental de chaque être humain, pas un privilège. Nous avons tous été impressionnés et encouragés par les soignants qui se sont mis en danger au service des autres. Permettez-moi pour conclure de leur rendre un hommage appuyé, car partout dans le monde, y compris dans les endroits les plus reculés, les personnels de santé continuent leurs efforts sans relâche pour construire un monde plus sain, plus sûr et plus juste pour tous. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite des échanges passionnés et fructueux. Merci Michel Bocuse. Autre femme, pionnière de la lutte contre le VIH-Sida, elle a réussi tout au long de sa carrière le formidable défi d'un engagement scientifique, médical et communautaire. Professeure de maladies infectieuses, chef de service à Casablanca de longues années, elle est une infatigable militante dans la lutte contre les discriminations dans son pays, mais aussi dans le monde. Elle a fait du Maroc un pays remarqué dès le début de la lutte contre le VIH-Sida. Place maintenant à la 5e femme de cette cérémonie, une femme d'exception, j'ai nommé Hakima Imish, présidente de Coalition Plus. Chers collègues, chers partenaires, chers amis, merci aux organisateurs de me donner la parole en plénière d'ouverture de la 10e conférence internationale francophone AFRAVI. Cette conférence est un rendez-vous immanquable pour nous, acteurs et actrices communautaires,
unis au sein des réseaux de Coalition Plus, déployés sur les continents européens, africains, américains et asiatiques. Grâce au partenariat privilégié entre Coalition Plus et la FRAVI, la voix de ces acteurs résonnera encore plus fort lors de cette conférence. Merci à la FRAVI pour la décision qui a été prise d'organiser la conférence en ligne malgré les défis et les difficultés que cela implique. Cela nous permet d'entretenir les liens qui nous unissent. Cela nous donne l'occasion de rappeler que la démarche communautaire que nous portons auprès des instances onisiennes, comme des gouvernements nationaux, est indispensable pour atteindre les objectifs mondiaux d'élimination du VIH/SIDA et des hépatites virales. Ces objectifs ne seront pas atteints tant que les droits fondamentaux des personnes infectées, affectées et vulnérables ne seront pas respectés, tant que la stigmatisation, les discriminations et les inégalités d'accès à la santé subsisteront. Cela vaut pour le VIH, les hépatites virales, mais aussi, dans une certaine mesure, pour la pandémie de Covid-19. Pour l'ONU-SIDA, de nombreuses formes de stigmatisation et de discrimination sont apparues dans le contexte de cette pandémie. À propos de la Covid-19, estimant qu'on a besoin dans cette infection, comme dans le VIH, de pouvoir en parler à la première personne, Vincent Pelletier a tellement insisté qu'il m'a convaincu de témoigner de mon vécu à cette tribune. Fin août, par négligence de ma part, nous avons été contaminés, mon mari et moi, par le SARS-CoV-2. Ma première réaction a été la honte que cela m'arrive à moi, infectiologue, et qui plus est présidente d'une coalition prônant la prévention et la réduction des risques. Je l'ai vécu comme un échec personnel. J'étais inquiète pour tous ceux avec qui j'avais été en contact. Quel soulagement que tous aient été testés négatifs. J'étais culpabilisée et angoissée d'avoir contaminé Mohamed, mon mari, 75 ans, avec des facteurs de risque. Cette culpabilité, mon inquiétude pour lui ont été tellement prégnants que franchement, je n'ai pas eu l'occasion de me préoccuper de moi. Bien que les situations soient très différentes, cela m'a rappelé les personnes à qui je faisais l'annonce d'une séropositivité au VIH et dont souvent la première réaction était « Mon Dieu, j'espère que je n'ai pas contaminé ma femme, mon compagnon » et qui vivaient cette pseudo-culpabilité avec difficulté. Tout au long de cette épreuve, Mohamed et moi avons bénéficié d'une prise en charge exceptionnelle pour le Maroc, à commencer par le résultat du test PCR en quelques heures. Les premiers jours, nous nous sommes isolés chez nous. Nous étions suivis par mon collègue, professeur Moustapha Sotri, que je ne remercierai jamais assez. Nous avions des symptômes sans gravité, mais j'attendais avec angoisse le 11e, 12e jour. Et cela n'a pas raté. Notre état s'est aggravé, moi modérément, Mohamed sérieusement, nécessitant une hospitalisation au service des maladies infectieuses du CHU de Casablanca, où nous avons bénéficié des avancées thérapeutiques tirées de l'expérience de la première vague de la Covid-19, traitement anticoagulant, dexaméthasone, et surtout concernant Mohamed, les réanimateurs avaient conscience qu'il fallait tout faire pour éviter l'intubation. Après 12 jours d'hospitalisation, des moments très difficiles, des nuits à surveiller avec angoisse la saturation en oxygène, nous avons pu quitter l'hôpital. Aujourd'hui, nous allons bien et nous avons repris nos activités. Cette issue favorable, nous la devons aux conditions exceptionnelles de prise en charge dont nous avons bénéficié. Conditions auxquelles, j'en ai conscience, mes compatriotes n'ont pas accès. Certes, grâce à un fonds spécial Covid, la prise en charge de cette infection est gratuite pour tous et le ministère de la Santé a investi dans l'aménagement et l'équipement d'unités dédiées à la Covid-19. Mais la prise en charge est loin d'être optimale et les Marocains redoutent l'hospitalisation et arrivent souvent trop tard à l'hôpital. Là aussi, je ne pouvais m'empêcher de penser à tout ce que l'ensemble de nos structures communautaires dans les différents pays apportent en matière de prise en charge des personnes vivant avec le VIH et de me dire qu'il était nécessaire d'avoir des structures communautaires complémentaires au système de santé classique dans tous les pays pour faire face à toute épidémie, à toute crise sanitaire. Il est évident que nous ne touchons pas les mêmes publics, que dans les contextes de crise sanitaire comme celle que nous traversons, les populations les plus vulnérables voient leur accès aux soins se réduire et qu'il est d'autant plus nécessaire d'avoir une présence forte auprès des plus marginalisés.
Cela n'est pas le cas dans la mobilisation contre la pandémie de Covid-19 où les communautés ont été les grandes oubliées, que ce soit en France ou dans les pays du Sud. En France, professeur Jean-François Delfraissy, président du comité scientifique chargé de la gestion des situations sanitaires liées au SARS-CoV-2, a regretté que le gouvernement ne l'ait pas entendu lorsqu'il a recommandé l'implication des associations. Au Maroc, la LCS a soumis au ministère de la Santé un plan d'action sur l'implication des associations dans la riposte à la Covid-19. À ce jour, il n'a pas été donné suite à ce plan. Pourtant, face à cette pandémie, notre démarche communautaire a démontré sa pertinence dans les 50 pays qui composent notre union. Très rapidement, nous avons su nous adapter aux besoins des personnes que nous accompagnons. Cette capacité d'adaptation, nous la devons à la réactivité de nos communautés, qui historiquement ont toujours su se mobiliser et se réinventer. Mais nous la devons aussi à la flexibilité de nos bailleurs, tels que l'initiative 5%, l'Agence française de développement, United ou encore le Fonds Robert Carr, qui, dès mars 2020, ont permis à Coalition Plus de constituer un fonds d'urgence, qui nous a permis de poursuivre la riposte au VIH dans les meilleures conditions, d'assurer la continuité des soins auprès de nos bénéficiaires et la survie des plus vulnérables. Il serait temps que notre voix soit entendue, que la place de nos associations dans les systèmes de santé soit reconnue par tous les États, que les organisations internationales, mais aussi nos gouvernements, ne nous considèrent plus comme de simples prestataires de services, mais comme des acteurs à part entière du système de santé. Je vous remercie de votre attention et j'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus pendant ces semaines difficiles, tant au Maroc qu'au niveau international. Ce virus étant une cochonnerie qu'il faut éviter d'attraper. Réduisez les risques et prenez soin de vous. Merci Hakima, ma chère présidente de Coalition Plus. Nous connaissons toutes et tous Winnie Byanyima pour son engagement fort en Ouganda et à l'international pour les droits des femmes, pour les questions de développement et aussi pour sa place dans la société civile en tant que directrice exécutive d'Oxfam International. Aujourd'hui, Winnie Byanyima est à la tête de l'ONU-SIDA et secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Nous avons le plaisir de l'avoir avec nous en direct de Genève. Ms. Byanyima, when you are ready, you may begin. Merci beaucoup. Vos Excellences, chers collègues, chers amis, c'est un honneur pour moi m'adresser à vous aujourd'hui. Le COVID-19 continue d'avoir des effets dévastateurs dans le monde entier et accentue les inégalités. Outre les pertes intolérables en vie humaine, les pertes d'emploi, la pauvreté, l'impasse socio-économique, l'augmentation de la violence envers les femmes et les violations des droits de la personne. Elles perturbent les systèmes de santé essentiels et embranlent les programmes de lutte contre le VIH ainsi que l'autre priorité sanitaire mondiale. À l'ONU-SIDA, comme partout dans le monde, nous sommes très occupés par l'entrée en collision des pandémies de COVID et de VIH. Est-ce que cela signifie pour les personnes vivant avec le VIH, tout comme la population vulnérable? Nous devons saisir cette opportunité pour transformer notre monde et reconstruire un mieux afin de mettre fin à la COVID et au VIH. Face à la COVID-19, de nombreux pays d'Afrique occidentale et centrale ont appliqué avec succès les enseignements tirés
de décennies de lutte contre le VIH et le virus Ebola. Les communautés, en particulier celles touchées par le VIH, ont occupé une place centrale pour faire face à la situation et ont fait preuve d'une solidarité exceptionnelle. Du Sénégal à la Côte d'Ivoire, les communautés et les organisations de la société civile ont rapidement transformé leur activité pour faciliter l'administration à domicile des traitements contre le VIH et d'autres maladies. Du Cameroun à la Guinée, les efforts de transition vers une dispensation s'attendant sous plusieurs mois du traitement contre le VIH se sont accélérés. I'm going to shift to a language I'm more familiar with. What is building back better? What does that mean? It means, one, reimagining systems of health so that they are more agile and inclusive. Weak health systems that are underfunded, understaffed hospitals, and centralized health services put people at risk, especially now during the pandemic of COVID, together with the HIV epidemic. Resilient health systems mean fully integrating community-led efforts into national responses for HIV and COVID, from decision-making to delivery, from planning to monitoring. It's about integration. It's about decentralization. Two, building back better means stepping up public investment to ensure universal public health care. Even before COVID hit, almost a half of all the low-income countries, and they are almost all in Africa, were either in debt distress or at high risk of debt distress. Data showed that 54 of the low-income as well as some middle-income countries were spending more on debt repayments than on health. Every month, now in the middle of this crisis of COVID, many poor countries are making debt. The poor countries that are indebted are paying over $3 billion a month as debt repayments. We need to find ways to reduce the total debt stock and to give meaningful debt suspension going on up to at least 2022, so that these countries have the fiscal space to invest in their health systems and address the two pandemics. There is resistance, but we have to push hard for the fiscal space for the countries that are most burdened by debt to be able to have a chance to fight this pandemic. User fees, so common in Central and West Africa, are the most regressive form of health financing, and they must be abolished. It doesn't make sense in the middle of a pandemic to ask people to pay out of their pockets to do a test. Healthcare should be a human right and should never depend on the money you have in your pocket. Third, to build back better means placing human rights and the dignity of all people at the center of the HIV and the COVID responses. That's the lesson we learned from HIV. Both HIV and COVID-19 run along the fault lines of inequality and exclusion. It is a myth to believe that there can be a trade-off between human rights and public health. They go together. Human rights are the very means by which governments can fight and win against any pandemic, including COVID, including HIV. Fourth, building back better means
developing and producing health technologies that are global public goods. We cannot repeat the mistakes we made in the early years of the HIV response, when antiretroviral treatments were available, but prices were so high that only people in rich countries were getting the ARVs and living long and healthy lives, while more people, millions others, were dying in poor countries. We cannot repeat that mistake. We need regional cooperation to boost research and development capacities, to strengthen local production, to ensure that when a vaccine is found, there is production in all regions and no one is waiting in the back of the queue. I welcome very much the creation of the African COVID-19 Vaccine Readiness and Delivery Task Force, ACRED. It's a multi-stakeholder platform to coordinate regional efforts and to support vaccine readiness and delivery. This is good. Africa is getting ready to build up its capacity to produce the vaccine for its people. I also wish to congratulate the work of l'Association africaine des centrales d'achat de médicaments essentiels, that's called ACAME, and also welcome and praise the support given by France in particular to strengthen regional solidarity to produce, for drug procurement and supply. This is important. We support very much these initiatives because every region must have access to buying the vaccine and also to producing it so that everybody is supplied. I am proud to be part of the People's Vaccine Alliance. This is an alliance that we have formed with civil society, raising people's voices, calling for a vaccine to be fairly and speedily distributed across the world, free of charge at the point of use. In this alliance, we are calling for 4 things. One is ensuring adequate supply. So we are asking for the sharing of knowledge, of information, of know-how, of intellectual property through the CTAP, which is a pool that is managed by WHO. We want companies to put their know-how there so we can rapidly produce a vaccine. We want to ensure affordable prices. Prices must be made transparently so that the cost of R&D is clear, the cost of manufacturing is clear, and also the public investment in the innovation is also discounted from the price. Third, we want to ensure equitable access, that all countries have access, no one is waiting in a queue. And we have, for that, what is called the WHO Equitable Allocation Framework. This is important because that framework provides a formula where we put health workers in all countries first, people over 60 next, as well as people with underlying health conditions that make them vulnerable. That's like 20% of the people in each country to come first, then others to come next. That way, all people all over the world are catered for. These are the demands of the People's Vaccine, and we salute France and other countries that have supported these principles. In conclusion, friends, this is a make or break moment for building back better and making true on the promise of the right to health for everyone, the fate of our young generation. The risk of rolling back years of hard-fought gains against HIV and other diseases is real because of this pandemic. Mesdames et messieurs, honorables invités, what we need is
bold political leadership to get us back on track, to end the fight against HIV and to win against COVID. We will have to put human rights, gender equality, and communities at the front and at the center of all that we do. We can do it. As one great leader said, yes, we can. Merci. Asante sana, Winnie. Merci beaucoup pour votre intervention. Pour résumer rapidement en français ce que vous nous avez dit, vous nous invitez à reconstruire ce monde en mieux, à mettre fin à l'épidémie de Covid et au VIH. Et reconstruire en mieux signifie 4 choses. Réimaginer les systèmes de santé pour qu'ils deviennent agiles et inclusifs. Intensifier les investissements publics pour garantir des soins de santé universels qui comprennent des services pour la communauté et par la communauté financés par l'État. Vous nous dites qu'il faut placer les droits et la dignité de la personne au centre de la réponse pour lutter contre le VIH et la Covid. Cela nous parle beaucoup dans le milieu du VIH. Et enfin, vous nous proposez de développer et produire des technologies médicales et de santé en tant que biens publics mondiaux. Merci, Winnie. Merci, Winnie. Nous sommes fiers, avec un O, que l'ONU-SIDA soit aujourd'hui dirigée par une femme, une militante telle que vous, qui a une telle histoire et un tel engagement pour les questions de développement et son intérêt pour le VIH. Merci. Elle a été ministre de la Santé en France pendant 5 ans. Elle a appris à connaître la lutte contre le VIH et c'est elle qui prendra la décision d'autoriser la PrEP, faisant de la France le premier pays à donner un accès gratuit et remboursé à cette révolution en matière de prévention. Elle est aujourd'hui présidente d'United, United qui est un soutien fort de la FRAVI avec une philosophie de partage et d'innovation. Elle se bat, femme politique engagée pour un meilleur accès aux médicaments et aux produits de santé dans le monde. Nous écoutons désormais Marisol Touraine. Madame la présidente d'AFRAVI, Madame la présidente du Congrès, Madame la directrice générale d'ONU-SIDA, Mesdames les ambassadrices, Madame la présidente de Coalition Plus, Monsieur le directeur exécutif d'Affirmative Action, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous retrouver à l'occasion de cette 10e conférence internationale d'AFRAVI. Les temps que nous traversons sont difficiles et plus que jamais, nous avons besoin de nous retrouver, de nous rassembler, même si évidemment nous aurions préféré le faire à Dakar. Mais je souhaite féliciter et remercier les organisateurs d'avoir maintenu cette conférence de façon virtuelle, donc, mais cela nous permet d'échanger. La pandémie de Covid-19 frappe partout et rien ne serait plus destructeur que d'opposer notre combat à cette maladie nouvelle et celui que nous devons mener inlassablement face au VIH, à la tuberculose et au paludisme. Nous devons plus que jamais agir pour améliorer l'accès à la santé dans cet environnement nouveau si nous voulons ainsi continuer à sauver des vies. La Covid-19 a mis à l'épreuve et met à l'épreuve les systèmes de santé du monde entier et impacte directement la lutte contre le VIH, la tuberculose ou le paludisme. Cette épidémie nouvelle a touché tout le monde, partout et en même temps. Et partout, les systèmes de santé sont impactés. Les malades qui souffrent d'autres maladies que la Covid-19 affrontent des risques renforcés. C'est particulièrement vrai en Afrique de l'Ouest et du Centre, où les systèmes de santé restent fragiles, où les traitements restent trop chers pour beaucoup et où les projets en cours pour lutter contre les pandémies historiques sont parfois durablement impactés et durement impactés. United, par exemple, a été confrontée à la difficulté de distribuer des kits d'autotest pour le VIH en raison des restrictions liées à la pandémie. Les confinements ont aussi ralenti significativement les activités de recherche. Je tiens à le rappeler solennellement aujourd'hui. Nous avons la responsabilité collective
de poursuivre la lutte contre ces pandémies avec encore plus d'énergie et de volonté politique qu'auparavant. Parce que nous ne pouvons pas laisser des populations entières sans accès à leur traitement et sans accès à la santé. Parce que la prise en charge de ces pandémies soulage les systèmes de santé et favorise donc, par voie de conséquence, notre action contre la Covid-19. Parce que, enfin, la mobilisation politique et financière exceptionnelle qui s'est mise en place doit nous servir de levier pour faire progresser la santé mondiale au-delà de la seule pandémie de Covid-19. Avec d'autres, United a permis, grâce à des programmes innovants, toujours renouvelés, de défricher des chemins difficiles et de sauver des millions de vies. Pour continuer à avancer, une priorité s'impose, garantir l'accès de tous à la santé. Je tiens à le dire aujourd'hui, à le redire à vérité. L'accès à la santé est un enjeu déterminant pour atteindre la couverture santé universelle. L'innovation joue un rôle crucial. Cet accès à la santé, c'est aujourd'hui la question clé pour la santé mondiale. Alors que la Covid-19 représente une menace directe pour l'accès équitable aux outils de santé, nous devons explorer différentes voies pour mettre en œuvre un accès effectif, équitable à la santé partout. Et ce n'est qu'à travers un engagement politique en ce sens que nous parviendrons à installer la couverture santé universelle. Ce n'est pas un enjeu technique, ce n'est pas simplement un enjeu médical, c'est véritablement, j'insiste sur ce point, un enjeu politique. Malgré les nombreux succès obtenus en 15 ans, l'accès à la santé reste un défi pour de nombreux pays et pour de nombreuses maladies. Le VIH, la tuberculose, l'hépatite C tuent près de 3 millions de personnes par an encore aujourd'hui. 80% des personnes malades de ces maladies vivent dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, mais la moitié d'entre elles y manquent encore d'un accès régulier aux médicaments essentiels, c'est-à-dire au bon traitement avec la formulation adaptée et un prix accessible. Pour faire face à cet enjeu, je veux rappeler le rôle crucial de l'innovation. Nous l'avons déjà montré avec United lorsque nous avons, par exemple, permis de faire baisser le prix des nouveaux traitements de référence contre le VIH comme le dolutegravir. 75 $ en Afrique contre plus de 10 000 $ en Europe. Cette baisse a immédiatement permis à des millions de personnes d'accéder à ce nouveau traitement et elle a généré des centaines de millions de dollars d'économies dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, ce qui a permis de soigner de nouveaux malades. En distribuant des millions d'autotests pour le VIH, United a permis de contourner les obstacles les plus communs à ce dépistage, la stigmatisation, les discriminations, l'absence d'accès à des services de diagnostic. Mais aujourd'hui, face aux risques que nous connaissons, il nous faut aller plus loin. Nous devons à nouveau faire preuve d'imagination et d'innovation. Aller plus loin, car la pandémie de Covid-19 a directement impacté nos programmes de lutte contre ces maladies. Aller plus loin aussi, car la solidarité n'est plus toujours une évidence et est parfois remise en cause. Nous devons par conséquent renforcer notre combat collectif pour un accès à la santé pour tous. Pour cela, j'en suis convaincue, il s'agit d'assumer un discours collectif et politique afin de convaincre et de faire prendre conscience aux pays les plus riches que protéger le monde, c'est aussi protéger leur propre population. Il faut renforcer notre partenariat avec l'industrie pharmaceutique pour que chacun, dans le rôle qui est le sien, permette un accès de tous à la santé partout et en même temps. Quel serait l'intérêt de médicaments qui soignent mieux, qui soignent bien, s'ils sont tellement chers que personne ne peut les rémunérer? L'innovation a un prix, oui, mais ce coût ne peut pas être n'importe quel coût. Et de nouveau, nous retrouvons les enjeux de propriété intellectuelle, y compris pour le Covid-19. Cet objectif ambitieux est
collectif, nous ne pourrons l'atteindre sans réinventer le multilatéralisme et sans rendre notre action plus efficace au service des populations. Au-delà de son impact dévastateur, la crise actuelle nous apprend comment mieux travailler ensemble et elle nous oblige à repenser notre action collective. D'abord, en mettant en œuvre des partenariats efficaces et en affirmant la cohérence de notre action. Nous avons su le faire en un temps record dès l'apparition de la pandémie de Covid-19 en créant l'ACTA, c'est-à-dire un partenariat qui rassemble l'ensemble des porteurs de solutions et des expertises. Ces partenariats ne sont pas seulement institutionnels, ils constituent une collaboration concrète qui permet d'œuvrer plus efficacement et plus rapidement à des solutions tangibles pour les populations. Repenser notre action collective ensuite en nous engageant directement auprès des pays et des communautés. L'idée n'est pas neuve, bien sûr, et cette collaboration, nous l'avons mise en place dès notre création à l'UNITED. Mais nous devons faire plus et mieux avec les pays qui sont plus touchés. L'engagement opérationnel, le leadership politique des pays avec lesquels nous travaillons est indispensable à l'élaboration de solutions financières et structurelles pérennes qui permettent l'accès de tous à la santé. Les institutions internationales ne peuvent pas faire seules sans l'engagement des pays dans lesquels elles interviennent. Enfin, nous devons tous ensemble recréer un récit collectif qui présente la santé et la santé mondiale comme un investissement pour le futur. La crise de la Covid-19 nous offre aujourd'hui une fenêtre plus que d'opportunité, de responsabilité. À nous qui œuvrons depuis des années pour la santé des populations. Affirmer la santé comme un déterminant clé de notre développement, comme un rouage essentiel du développement économique. Cette crise, ce n'est pas seulement l'occasion d'encourager les pays, les industries, les organisations, l'ensemble des partenaires à penser différemment, elle est aussi pour chacune et chacun d'entre nous l'occasion d'y réfléchir et de le faire concrètement. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente 10e conférence internationale d'Afravi. Merci Marisol Touraine pour ce beau discours et nous passons désormais au prochain intervenant. Parce qu'il n'y a pas de lutte sans les acteurs concernés, parce que ce sont eux qui, depuis 40 ans, ont lutté pour les droits, pour l'accès au traitement, pour les tests, pour la prophylaxie. Il ne peut y avoir d'Afravi sans une parole donnée aux acteurs communautaires. Parce que les générations passent, nous sommes ravis d'accueillir Serge Giota. Serge Giota est engagé sur les questions de santé et de droits des LGBT au Cameroun et en Afrique. Il a été directeur d'Affirmative Action et porte-parole d'Africa Gay et il est maintenant en charge des questions de plaidoyer pour Coalition Plus. C'est à vous, Serge. Mesdames et messieurs, chers conférenciers, il m'est agréable de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette 10e conférence francophone sur les hépatites et le VIH. Je suis Serge Giota, nouveau directeur du plaidoyer de Coalition Plus. Depuis ma jeunesse, mon énergie est dédiée à combattre le VIH, à le vaincre et à faire de cette victoire une opportunité pour vaincre simultanément toutes les autres plaies qui en font le lit. L'indifférence, la stigmatisation, la discrimination, ce sont là des ennemis à défaire au plus vite. Pourtant, nous entrions déjà dans une phase de contrôle, puisque scientifiquement, nous connaissons 95% de l'histoire autour du virus du sida. Comment il est, comment il vit, comment le traiter pour permettre aux personnes de vivre, même si on n'en guérit pas pour l'instant, mais aussi comment éviter de se contaminer. Dans ce rapport annuel, ONU-SIDA souligne qu'aucun des objectifs mondiaux fixés pour 2020 ne sera atteint. Bien que la COVID-19 ait eu un réel impact dans l'atteinte des objectifs, elle ne pourrait être tenue seule responsable des retards.
il ne faut pas qu'une épidémie en occulte une autre. Ce sont encore 1,7 million de personnes nouvellement infectées et 690 000 personnes décédées à cause du sida en 2019. Un réel désenchantement par rapport à l'optimisme affiché en 2014, lorsque nous rêvions tous ensemble d'une année 2020 quasiment affranchie et libérée du joug du VIH. Loin de la cascade des 3,90 projetés, nous avons quasiment que 1% des personnes vivant avec le VIH qui connaissent le statut, 67% parmi elles ont eu un accès au traitement et 59% ont eu la charge virale supplémentaire en 2019. Mais alors, pourquoi n'arrivons-nous pas à diminuer de façon très sensible les contaminations? Pourquoi parlons-nous encore de décès liés au sida aujourd'hui? Les discriminations, les lois qui vont à l'encontre de la science, le relâchement de l'engagement politique, la faiblesse des systèmes de santé, la difficulté à rejoindre le soin pour les plus discriminés, voilà quelques ennemis à l'ambition collective de vivre dans un monde sans sida. Et nous savons aujourd'hui qu'il n'existe aucun raccourci, aucun détour. Les clés sont entre nos mains, car nous savions exactement comment éviter les 690 000 décès dus au sida en 2019. Puisqu'il n'existe aucune déviation, et vu qu'elles sont déjà connues, je me permettrai de vous présenter à nouveau ces 3 clés qui nous garantissent une victoire certaine. Il s'agit de la clé de la justice sociale, la clé de la volonté politique et la clé du renforcement du système de santé du système communautaire. Les évidences sont nombreuses et aujourd'hui, on sait que sans justice sociale, le statu quo sera notre seule victoire. Toutes les productions des sociétés savantes le réaffirment. Le triomphe passera par une implication plus accrue des personnes affectées, une reconnaissance de leurs droits et la levée de toutes les barrières institutionnelles et culturelles qui constituent l'un des derniers murs à briser. Accompagner au lieu de pénaliser. Je répète, accompagner au lieu de pénaliser. Que ce slogan oriente tous nos élans et que de mots il devienne une réalité. En cette période particulièrement incertaine, où la COVID-19 nous invite à une introspection profonde, faisant plus que jamais retentir nos valeurs humaines et collectives, magnifiées à travers le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il faut accompagner au lieu de pénaliser, quelles que soient les populations concernées. Professionnels de sexe, usagers de drogue, en ayant un rapport sexuel avec des hommes, femmes transgenres, les populations craignant partenaires sexuels représentent 62% des nouvelles infections à VIH dans le monde. Aujourd'hui, lutter contre le VIH agit essentiellement auprès de ces populations, et plus particulièrement celles qui sont les plus exclues au sein de ces populations-là. Prenons l'exemple de la France et sa politique en lien avec l'usage de drogue. La loi de 1970 était extrêmement pénalisante. À partir de 1992, avec un mouvement appelé Limiter la casse, et malgré l'impossibilité de parler de la drogue et de communiquer dessus, il y a eu grâce au sida une prise en charge des personnes usagers de drogue, une reconnaissance de la problématique et 10 ans plus tard, une quasi-disparition des usagers de drogue dans les statistiques du VIH. Il a fallu donc un viol de la loi avec l'accord tacite des autorités pour atteindre l'efficacité. Par cet exemple, je n'appelle pas à une reprise de l'histoire, mais j'appelle à une exploitation de l'histoire. Je crois à l'intelligence humaine et au bon sens, et je reste convaincu que le détour vers le passé nous conduira à ne pas produire les mêmes erreurs. Il serait vraiment surprenant que le futur retienne que l'humain d'aujourd'hui ait été l'un des principaux acteurs du statu quo. ONU-SIDA souligne que certains pays ont investi trop peu de ressources et délivré trop peu de services robustes pour atteindre le cap fixé des 3,90. Seulement 14 pays se sont illustrés en bon élève en atteignant le triple objectif. Parmi eux, les pays comme l'Eswatini, la Suisse, dépassent l'objectif du triple 95 fixé pour 2030. La recette de ce miracle est incontestablement une volonté de ces États à positionner le VIH en priorité et à engager les moyens techniques, financiers et logistiques pour agir avec la plus grande efficacité. La volonté politique est donc cette deuxième clé sans laquelle le statu quo sera le seul résultat à présenter. Toute décision politique prise est lourde de conséquences et peut accélérer ou freiner la riposte. Nos lois sont censées préserver des vies et restaurer la dignité humaine et non les aliéner. Grâce à la solidarité internationale et à l'appui des partenaires clés de la réponse tels que le Fonds mondial, le PEPFAR, l'UNITED, ainsi que les agences bilatérales que je salue, nous avons bénéficié jusqu'ici d'une aide significative pour soutenir les politiques et maintenir un paquet de services intégrés et adaptés aux populations clés. Ce
renforcement s'inscrit dans la logique d'un investissement pérenne pour structurer non seulement le système de santé publique, mais davantage le système de santé communautaire qui font un deux en un, parce que cela prête parfois à confusion. Toujours est-il qu'un système de santé n'est robuste que si son système communautaire l'est aussi. Ceci est la troisième clé. Travailler simultanément au renforcement des systèmes de santé publique et communautaire. Faire des communautés infectées et affectées les principaux moteurs de la réponse à la maladie est un gage de succès. Les évidences plaident dans cette orientation. Coalition Plus en est un parfait exemple. Ces actions de plaidoyer pour la mobilisation de ressources, notamment dans le cadre de la reconstruction des fonds du Fonds mondial, ou encore ces actions de recherche communautaire auprès des populations clés, donnent une plus-value certaine à la riposte collective. Pour conclure, j'en appelle à une volonté politique qui aille dans le sens de la responsabilité, ancrée dans le droit à la santé pour tous. J'en appelle à la justice sociale, symbole de notre humanité, et gage du respect de tous, eu égard nos différences et nos divergences. J'en appelle à l'implication plus accrue des communautés concernées. Ensemble, tous unis, je vous invite à un engagement individuel et collectif, sincère et retentissant, pour briser toutes les dernières barrières et célébrer la victoire finale. Je vous remercie. Merci. Nous aurions dû être à Dakar, vous l'avez entendu, mais nous allons quand même y être. Cette conférence marque l'engagement important du Sénégal, on l'a déjà mentionné, dans la lutte contre le VIH, les hépatites et les émergences infectieuses. Nous sommes particulièrement reconnaissants au gouvernement sénégalais de son engagement et de son soutien. Le docteur Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, nous a fait l'honneur de nous faire parvenir son allocution. Madame la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Madame la présidente de l'UNITAID, Madame la présidente de la Coalition Plus, Madame l'ambassadrice de Santé mondiale, Mesdames et Messieurs les coprésidents et coprésidentes et membres du comité local de Afravi, chers participants de la conférence Afravi, la COVID-19 nous a démontré, s'il le fallait, les maladies transcendent les frontières, que le monde de l'infiniment petit peut fragiliser nos sociétés, même les plus avancées. Les scientifiques et chercheurs que vous êtes ne l'avaient jamais ignoré. Quant au monde profane, il l'a violemment découvert. Pourtant, les maladies pour lesquelles Afravi se mobilise continuent à nous interpeller. Seulement, en 2019, plus de 38 millions de personnes vivaient encore avec le VIH à travers le monde, dont plus de 1 800 000 enfants et plus de 1 700 000 nouvelles infections. Et malgré les considérables avancées médicales, les progrès scientifiques, notamment le déploiement massif des médicaments antirétroviraux, près de 700 000 personnes sont décédées de maladies liées au sida cette même année. C'est évidemment beaucoup trop et très largement en deçà des objectifs fixés par l'ONU-SIDA. Parallèlement, l'OMS annonce que plus de 325 millions de personnes vivent aujourd'hui avec l'hépatite B et C à travers le monde. Actuellement, avec 40 millions de cas avérés et 1 million de décès, la COVID-19 secoue notre monde jusqu'à la déstabiliser. Et combien de temps encore? Nul ne le sait aujourd'hui. Pour vous, scientifiques et chercheurs, comme pour nous, leaders politiques et dirigeants, c'est le moment de réaffirmer notre volonté de combattre ces virus avec encore plus de force et de détermination.
chers participants et participantes, tout en m'honorant de présider la session d'ouverture de cette 10e conférence internationale sur le VIH, en représentant le président de la République, son Excellence Macky Sall, je voudrais insister sur la santé sexuelle, les hépatites et la COVID-19. Je ne peux m'empêcher de féliciter l'ensemble du comité directeur et tous les organisateurs pour leur faculté d'adaptation et leur remarquable réactivité. Votre détermination nous honore et vous honore. Une détermination qui, nous n'en doutons pas, sera décisive et salvatrice pour nombre de nos contemporains. Une détermination qui sera encore plus que nécessaire pour protéger nos systèmes de santé et renforcer notre solidarité face à la menace toujours persistante de la COVID-19. À l'heure où, plus que jamais, l'échange d'informations scientifiques et le partage d'expériences revêtent une importance capitale dans le combat contre les virus. Nous mobiliser reste un devoir. Nous n'avons pas un autre choix. Vous avez choisi de résister et de vaincre. Merci à vous tous. Cette conférence connectée est une occasion de plus pour vous, chercheurs, de montrer vos capacités de résilience face à ces maladies et de partager vos avancées en confrontant vos points de vue pour le bien-être des populations. Mesdames et messieurs, le Sénégal a toujours su tenir son rang parmi les leaders de la réponse au VIH en Afrique. Une réponse qui se fonde sur une triptyque vertueuse que sont la prévention, le traitement et la recherche. Trois piliers d'une victoire certaine et que nous voulons très prochaine. Vous conviendrez avec moi que les efforts fournis par mon gouvernement, par le gouvernement du Sénégal, pour permettre l'accès gratuit au traitement du VIH au plus grand nombre sont considérables. Il reste urgent pour nous de nous assurer que personne ne sera laissé sur le bord du chemin, que les populations les plus vulnérables seront protégées pour rompre la chaîne de transmission du VIH. C'est le prix à payer pour mettre fin à l'épidémie du sida. Un objectif, certes ambitieux, mais qui reste à notre portée. Nous savons aussi que c'est en soutenant la recherche, l'innovation et le talent que nous finirons par vaincre ces virus, le VIH, le virus de l'hépatite ou du coronavirus. Aujourd'hui, le Sénégal, fidèle à ses valeurs, s'implique avec énergie dans la lutte contre la COVID-19. Permettez-moi ici de remercier la communauté médicale sénégalaise qui se mobilise chaque jour avec rigueur et abnégation contre la pandémie de la COVID-19, avec des résultats que beaucoup d'observateurs considèrent comme une réussite. Mais nous restons humbles et continuons la mobilisation. Nous témoignons aussi notre gratitude à tous ces acteurs scientifiques et médicaux disséminés dans le monde entier et qui ne cessent de lutter contre la progression de ces pandémies. Aux associatifs et aux communautés concernées, je voudrais dire que je mesure à sa juste valeur leur dévouement et l'importance de leurs apports en tant qu'acteurs clés de la réponse contre les maladies. Dans notre politique de riposte contre les pandémies, notre approche doit être globale et multisectorielle pour être efficace. C'est une nécessité, une évidence. C'est par cette approche globale qui place les communautés de l'humain au cœur de notre action que nous vaincrons ces maladies. Nous en avons la certitude, une certitude que vous partagez sûrement avec nous. Chers participants,
avec vous. Et contre ces virus, j'ai toute confiance en notre avenir. C'est aussi avec une note d'espoir que je déclare officiellement ouverte la conférence francophone connectée sur le VIH, la santé sexuelle, les hépatites et la COVID-19. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre. Voilà, nous arrivons au bout de cette cérémonie. Merci à tous ceux et celles qui en ont assuré la technique. J'espère que ça allait pour vous tous. Nous étions quand même en direct de l'Ouganda, de Dakar, de Genève, de Paris. Merci à vous toutes, en particulier Stéphanie, Michel, Winnie, Marisol, Serge, d'avoir partagé vos visions inspirantes. Nous avons ce soir, avec Kumba, qui doit être quelque part en Zoom, un regret infini. Ne pas vous recevoir, comme ça aurait été le cas à Dakar, autour d'un verre de l'amitié dans ce très beau palais de Diamniadio. Merci Vincent, merci à tous et puis bonne soirée pour quand même à Dakar un verre de l'amitié. Et bonne conférence, rendez-vous demain matin, 8h30.